démarre en parlant de la preview du Giro, les amis. Certains nous rejoignent peut-être, donc merci à tous d'être tous présents pour la preview du Giro. Ça démarre samedi, c'est le premier grand tour de la saison. Les classiques sont terminés et du coup, 3 semaines nous attendent en Italie avec un très beau duel à venir. Alors, ce qui est annoncé comme un duel avec Remco Evenepoel face à Primož Roglic. Et on va se faire la preview. Comme d'habitude, on va parler du parcours, des favoris, des potentiels coureurs qui peuvent terminer sur le podium. Et on va aussi parler des Français, de Thibaut Pinot qui a fait un très beau tour de Romandie pour ceux qui l'ont suivi. On va un peu revenir dessus. Et alors, on va voir les chasseurs d'étapes. Il y a quelques étapes qui sont possibles pour les sprinteurs. On va parler aussi de ce plateau de sprinteurs qui n'est pas un plateau 4 étoiles, 5 étoiles. Mais voilà, il y a Qu'est-ce qu'il en pense, Robin? Ouais. C'est un plateau Formule 1 et je parle pas de voitures qui vont vite. Elle est très très bonne celle-là. J'aime beaucoup. Mais voilà. Alors du coup, ce Giro, les gars, qui démarre samedi, on peut démarrer en parlant du parcours, tout simplement avec Robin, une grosse partie qui va être sur les contre-la-montre avec énormément de kilomètres. Pour gagner ce Giro, il va falloir être un très bon rouleur. Ouais, c'est pour ça que les deux grands favoris s'appellent Remco Evenepoel et Primož Roglic. On a un peu le parcours opposé à celui du Tour de France de cette année. D'un côté, sur le Tour, on aura 22 km de chrono. Et sur le Giro, on en aura 70 en 3 étapes différentes. Le tout premier, le premier jour. Un qui viendra ensuite un peu plus tard. Je ne sais plus exactement quelle étape, mais étape 9, voilà. Et le dernier, la veille de l'arrivée, avec une spécificité, c'est que la deuxième partie de ce chrono sera en côte, ce qui peut nous rappeler un peu, par exemple, le chrono de la planche des belles filles sur le Tour 2020, même si ce sera quand même un peu moins pentu. Donc voilà, on a 2 chronos tout plats, un chrono bien plus compliqué. Et évidemment que ça va rythmer un peu ce Tour d'Italie parce que ça va créer des écarts. Il n'y aura pas énormément de montagnes dans la première partie de ce Giro. Et donc finalement, c'est les 2 premiers chronos de 17 et 30 km, je crois, de 19 pardon, et 30 km qui vont faire les écarts. Et sur 50 bandes de chrono, en cumulé, ça va en faire déjà des écarts, surtout quand on a Roglic et Evenepoel qui sont là. Alors, est-ce qu'il va y avoir des écarts entre eux? C'est la grosse question, mais en tout cas, il va y avoir des écarts entre eux deux et le reste du peloton, le reste des candidats pour le classement général. Non, moi, je suis d'accord avec Robin pour vraiment commencer à parler de ce Giro. Je pense que l'importance, toutes les étapes clés sont les contre-la-montre, déjà parce qu'il y en a 3, parce qu'ils sont longs pour la plupart et que on a Remco Evenepoel et Primož Roglic qui participent à cette course. On peut débattre sur l'aspect global de ce parcours, sur la montagne, pas beaucoup de montagne, pas ci, pas ça. Le fait est que quand on fait ce type de parcours et que tu as Remco Evenepoel et Primož Roglic qui sont les meilleurs rouleurs du monde et qui sont en plus 2 des 5 meilleurs grimpeurs du monde, tu sais que tu fais un parcours qui va énormément les avantager. Ce qui va être intéressant, c'est de voir justement sur un parcours qui certes paraît un peu moins montagneux que les Giro précédents, et encore ça reste à voir, de voir comment les outsiders vont essayer de mettre en danger ces 2 épouvantails et comment ces outsiders vont aussi essayer d'assurer une place sur le podium. Il y a beaucoup d'opportunités, pas forcément en montagne, mais sur des étapes peut-être un peu plus piégeuses, un peu plus surprises. On se souvient de l'année dernière, notamment de l'étape remportée par Simon Yates, où on avait vu quand même un beau tour de manivelle entre les favoris, et c'était pas de la haute montagne. Voilà, c'est ça le Giro, c'est que c'est quand même moins linéaire, moins lisible qu'un Tour de France. Il y a moins d'équipes capables de cadenasser les courses. Ce sera intéressant de voir, parce que voilà, on peut parler des équipes de Roglic et d'Evenepoel. C'est pas l'US Postal, c'est pas la Banesto, c'est pas Ineos. Voilà, il y aura des choses à faire. Faut pas non plus partir perdu, donc ce sera intéressant. Ouais. Toff dans le chat nous dit le dernier chrono, c'est le plus dur CLM de l'histoire. Paul, est-ce que tu peux me mettre le profil du tout dernier chrono du coup qui va avoir lieu du je coup, vais te le mettre sur Eurosport parce qu'il est plus joli. Attends. Ouais, il est un peu plus. Je crois que sur Eurosport, il est un peu plus abusé, genre là. Ouais, voilà. Fait un truc, t'as l'impression que tu dois prendre une. Tu dois y aller en rappel. Tu dois y aller en rappel en fait. Il fait plus. Ah mais non, je l'ai pas. Je vais être obligé de te le mettre sur Pro Cycling Stats.
Et Je te le donc, mets là. du coup, c'est un contre-la-montre de 19 km qui se termine avec le Monte Luciani. C'est 7 bornes à 12% de moyenne et un passage à 15%. Donc, ça peut évidemment faire de gros écarts. C'est un chrono, évidemment, pour très, très bons grimpeurs, sachant qu'il y a un des 3 chronos qui se situe au milieu du Giro, qui est là, par contre, tout le contraire, un chrono de pur rouleur, c'est plat comme une mer d'huile. Donc, on a vraiment ces deux exercices-là qui vont être possibles sur le Giro, mais on attend avec impatience ce dernier chrono sur le Monte Luciani. Ouais, sur le profil Pro Cycling Stats là, que montre Polo, c'est pas du tout représentatif. Hein. Je trouve Parce qu'en fait, qu'effectivement, 15%, ça mérite un tout petit peu plus de pente. et il y a de la, parce que tu vas sur le, je t'envoie le lien Polo si tu veux montrer celui-là, c'est un peu différent. Sur le site du Giro, on va dire la source mère, 7 km à 12%, des pentes max à 22% à plusieurs endroits dans la montée. Il y a quand même 4 km qui sont à 15% de moyenne. Donc, ouais, je pense que le profil de Pro Cycling Stats, il n'est pas. Oui, Robin. il a été coupé Robin, par il Pro a été Cycling Stats. Robin, il a été censuré. Censuré. Il a parlé de Pro Cycling Stats. Putain, mais le Giro, ils mettent des gros trucs. Ah, c'est pas beau. Comment je vais faire? Non, mais c'est juste en plus pour dire que le dernier chrono, il est quand même. Je vais vous le mettre comme ça. Ça va être une belle paire de manivelles. Voilà. Le Grand Colombier, ça, je reconnais. Et pour ce chrono-là, pas de voiture DS. D'accord, ok, Toff, c'est une très bonne information. Voilà, là, on a un profil qu'on aime. Mais Robin, il est parti où? Attends. C'est une bonne question. Ouais, il va revenir. Il a oui. Petite chute, ouais. Mais ouais, non, pour finir là-dessus, les chronos, de par déjà leur versatilité, enfin leur pluralité, je ne sais pas exactement quel mot on peut utiliser, mais les profils, ça, Robin est de retour. Les profils, les gars, ils ont le bras long Pro Cycling Stats. Hein. J'étais en train de dire que leur profil était pourri. Ils m'ont coupé la connexion, putain. Ah, fais gaffe, tu sais qu'ils se baladent avec le car sur les courses. Ils sont jamais loin. Hein. Ils sont venus avec un brouilleur. Ils sont jamais loin. Non, c'est pour ça que je te disais que pour moi, les étapes clés, alors après, on va parler des étapes de montagne parce qu'il faut en parler, il y en a quand même de très très belles, notamment une et de très intéressantes. Mais là, les chronos, quand on a 3 comme ça, la longueur, la difficulté, tu sais que c'est là que tu le savais, et tu sais depuis que tu as vu le parcours pour la première fois. Tu sais que ça va se jouer ici. Ce chrono, et quelqu'un le disait justement dans le chat, ce chrono, tu peux reprendre 3-4 minutes à un mec dans un jour sans sur ce chrono. Pogacar, il a ce chrono-là face à Roglic en 2020. Il lui en reprend 10. Hein. Franchement, ça va être hyper intéressant à suivre. Moi, ça me rappelle le chrono sur l'Alpe d'Huez 2004, 2005, Robin, je ne sais plus. Quand Armstrong, 2004, quand Armstrong dépasse Basso. Voilà, moi, ça me fait penser à ça. Ça va être ce type. Ça va être ce type de chrono et il peut y avoir d'immenses écarts. Sur la construction du parcours, les gars, on a des moments importants en début de Giro, avec notamment ces 2 contre-la-montre dans les 2 premières semaines. Mais finalement, on a surtout une 3e semaine qui va être la plus importante, selon vous. Bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez en fait de cette construction de Giro? Joseph, si ta question c'est de me dire que la 3e semaine sera la plus importante des 3 semaines, je te dirais que oui. Non, mais c'est vraiment. Non, mais je l'assume complètement. C'est que j'ai l'impression que là, tu peux plus ou moins faire de certaines semaines une importance. Là, en l'occurrence, dans la 2e semaine, il se passe pas grand-chose. C'est vrai que c'est pas très habituel de la part du Giro. Moi, il y a une étape que j'aime bien, c'est la 4e qui arrive à Lago Laceno, qui va permettre très rapidement d'avoir un petit test dans ce Giro, et entre cette étape-là et les 2 chronos des 9 premiers jours, on va vite avoir une idée de la hiérarchie quand même, mais c'est pas encore très difficile. Et en fait, après Lago Laceno, tu as Gran Sasso d'Italia. C'est la première arrivée à 2000 mètres d'altitude sur l'étape 7, mais c'est une montée très très progressive et très longue, mais avec des pourcentages finalement très raisonnables. On est sur du 4-5%, à la fin même du 3%. Et il faut attendre vraiment la 3e semaine pour avoir des grosses étapes. Mais
même certaines des grosses étapes sont pas très effrayantes. Alors après, on sait que Ouais. avec notamment un Remco Evenepoel qui a pas peur d'attaquer de loin, une équipe et un Roglic qui est capable lui aussi de faire des numéros. On l'a vu sur le Tour l'année dernière dans l'étape du Granon. Peut-être que sur des étapes qui payent pas de mine, ils vont nous faire des trucs incroyables. Mais le profil des étapes, il est pas super impressionnant. Quand tu vois l'arrivée à Crans-Montana, bon, on arrive à 1400 mètres d'altitude sur du 7%. Ça casse pas trois pattes à un canard. Tu prends l'étape 16, montée Bondonnée, c'est pareil. On arrive, ok, là on a une plus belle ascension finale, on a un enchaînement qui est plutôt sympa, mais voilà, on est vraiment 16e étape, on est dans la 3e semaine. Et ensuite, on a l'enchaînement incroyable des étapes 18-19, mais c'est le seul enchaînement qu'on a montagneux. Ça arrivait sur le Giro les années précédentes que le week-end de la 2e semaine, on ait déjà 2 grosses étapes de montagne. Là, c'est pas le cas. Il faudra vraiment attendre les 5 derniers jours pour avoir des grosses arrivées en altitude où tu pourras faire de grosses différences. Peut-être que la différence sera faite avant, mais ça va rebattre toutes les cartes ces 5 dernières étapes. C'est clair, je suis complètement d'accord avec Robin. Moi, je trouve qu'il y a des étapes qui tombent Tu te foutais à un peu de l'eau. ma gueule sur ma question quand même, mais Ouais, maintenant, tu es d'accord avec Robin. si je me fous pas de ta gueule, Joseph, dans une émission, c'est pas une bonne émission. Pas faux, ouais. Non, moi, ce qui m'emmerde, c'est que tu as quand même des étapes qui tombent à l'eau. Moi, je pense celle du Grand Sasso. Bon, c'est pas de la faute du Grand Sasso, parce que c'est quand même une ascension atypique, on sait, qui est quand même hyper roulante, mais qui fait quand même 26 km. Et elle sera très tôt, très très tôt, peut-être trop tôt sur ce parcours. Un peu façon Etna ou Blocos, comme on aime le faire depuis quelques années sur le Giro, qui est une mouche qui est insupportable, elle est énorme en plus, elle me gêne énormément. Ça s'appelle un oiseau. L'étape du Grand Sasso qui, à mon avis, va rien donner. Et puis moi, il y a cette étape qui est terrible avec le passage en Suisse, avec le col du Grand Saint-Bernard. Il me semble que c'est la Cimacopie en plus cette année, le col du Grand Saint-Bernard, qui est à plus de 110 km de l'arrivée. Derrière, on te met la croix de cœur. Attendez, je vous l'affiche. On te met la croix de cœur et après, on te met 30 bandes de plaine pour une arrivée à Crans-Montana qui est vraiment presque finger in the nose. Moi, je trouve qu'il y a quand même des étapes qui tombent un peu, Je suis assez d'accord. à l'eau. Mais par contre, il ne faut pas bouder notre plaisir parce que cette étape-là que je vous montre là, elle est fabuleuse. Elle est fabuleuse. Il y a 5500 mètres de dénivelé. On passe 3 fois à plus de 2000 mètres. On arrive à 2300 mètres d'altitude. Et derrière, en plus, tu enchaînes avec le contre-la-montre. Mais là encore, tu vois, le fait d'enchaîner cette étape-là et le contre-la-montre décisif, ça peut calmer les ardeurs de certains favoris qui veulent se refaire ou qui veulent prendre du temps ou qui veulent tenter quelque chose. Donc, ce sera pas facile. Ce sera pas facile à lire, mais voilà, moi je trouve que il y a des étapes de montagne qui tombent vraiment à l'eau. Je t'ai parlé le Grand Sasso, l'arrivée à Crans-Montana et occulter autant la Cimacopie sur le col du Grand Saint-Bernard, je trouve ça dommage. Mais alors par contre, cette étape 19 là que je viens de vous montrer, elle va être exceptionnelle. Et en plus derrière, tu enchaînes avec ce contre-la-montre. Moi, je pense que là, on peut vraiment se régaler quand même. Pour ajouter à ce que dit Polo, l'étape des Tre Cime de Lavaredo, Si. je parle pas italien, mais c'est assez mythique aussi. Il y a le côté, la dernière fois qu'on y allait, c'était il y a 10 ans, victoire de Vincenzo Nibali, Oui, maillot rose, sous la neige, en solitaire. Ça a créé, cette victoire-là a créé dans l'imaginaire collectif un truc aussi un peu spécial. En plus, on n'y va pas souvent, ça fait 10 ans qu'on n'y est pas allé. Il y a une pente qui va jusqu'à 18 km, les 4 derniers kilomètres à 12% de moyenne. Comme disait Polo, une arrivée à 2300 mètres d'altitude, sachant que tu auras passé 3 fois dans la journée les 2000 mètres. Il y a le Passo Gio juste avant aussi dans l'étape qui est lui aussi une montée mythique du Giro. Donc tu cumules avec tu cumules le côté décisif sportivement et le côté mythique du Giro. Donc forcément qu'on va très très fortement attendre cette étape. Donc voilà, il y a effectivement toutes ces étapes qui vont s'enchaîner avec un peu de scepticisme sur certaines, mais on est sûr que ces enchaînements, et on le redit, si vous voulez regarder les profils des étapes importantes, en les résumant un peu par rapport à ce qu'on a dit, c'est 1, 4, 7, 9, 13. Et après, là, vraiment, c'est la 3e semaine qui va être le plus important avec 16, 18, 19,
et 20 avec le dernier contre-la-montre. Voilà pour le parcours. On va désormais parler des favoris avec deux hommes qui sont présents, Remco Evenepoel et Primoz Roglic. Donc dans le sprint final, comme vous le savez, comme toujours dans la petite roue, on se fait notre classement et chaque semaine on pronostique avec celui qui trouve le premier 10 points, celui qui trouve un membre du top 3 5 points, celui qui a donné un favori a donné un prono et qui termine dans le top 10 c'est 2 points. Et ensuite, si personne n'a trouvé un membre du top 10, eh bien, c'est 1 point pour celui qui a trouvé le coureur qui a terminé le plus haut possible. Et là, pour faire le petit point sur nos pronostics dans cette bataille acharnée. Je Alors, vais juste 2 secondes, je monte rapidement la start list pour que les gens aient un peu l'idée. Après, on fait le point sur les pronos. Comme ça, les gens ne sont pas trop perdus. Voilà, Là, donc avec on va pas pas la commenter, mais ça vous permet de voir un peu les forces en progrès, notamment cette belle équipe. Et j'aurai beaucoup de choses à dire sur eux. Je ne parle même pas de ce qui se passe ici. Donc voilà, vous avez un peu les différents. Il y a quelques noms, on va y revenir, ça va être intéressant. Donc Robin, pour le moment, tu as 68 points. Paul, tu en as 66 et moi, j'en ai 53. Je suis un peu à la traîne, donc ce Giro potentiellement peut-être serré, très hein. important. C'est marrant, on ne connaissait pas le classement depuis quelques semaines, on n'avait pas la mise à jour, mais je ne suis pas étonné d'être en tête. Il est en tête de 2 points. T'étais plus en tête il y a 2 semaines, hein, je vais pas te mentir. Mais, Ayuso m'a mis dedans. Ouais. Alors, pas tant que ça, parce que Ayuso t'a fait perdre que 2 points, étant donné que Paul a trouvé Bardet, qui a fait un top 10. Non, Paul avait gagné pas mal de points sur Paris-Roubaix parce qu'il avait mis Van Der Poel, qu'on avait mis Van Aert. Donc, Paul avait réalisé une belle remontée. Votre favori, du coup, les gars, vous allez passer l'un après l'autre. Qui va gagner ce Giro 2023? Polo. Vas-y, Robin. Non, j'y vais. Il a mal. Allez, Polo. Moi, j'y vais. Moi, je pense que ce sera Remco Evenepoel et je pense avec une certaine facilité. Voilà, non, mais on se mouille pas, les gars. Je pense vraiment que Remco Evenepoel va emporter ce Giro parce que je le sens sûr de lui, je le sens sûr de sa force. La Soudal Quick-Step a fait en sorte qu'autour de lui, il y a une équipe quand même assez solide avec des coureurs d'expérience, des coureurs qui savent dompter la montagne. On pourra rediscuter sur certains oublis. Je pense notamment à la non-présence d'un Cavagna, peut-être la non-présence d'un Badjoli qui aurait pu aider. Mais tu vois, on voit que du Cernier est en forme. Yann Hirt, Cataneo, ça passe très bien à la montagne. Van Wilder est très en forme. On a vu Louis Verweyck faire du super travail pour Remco Evenepoel aussi sur Liège. C'est une bonne équipe autour de lui et je pense surtout qu'à la pédale, quand il va falloir rouler plus vite ou plus haut, plus longtemps, j'ai peur que Remco Evenepoel ait un petit avantage sur Primoz Roglic. C'est pas le Tour de Catalogne qui pouvait nous donner des indications parce que les deux avaient quand même l'air sensiblement au même niveau d'un jour sur l'autre. Mais je sais pas, mon instinct me dit que si Evenepoel évite les problèmes, et ça autant dire que pour un jeune coureur ça peut quand même arriver, c'est parce que ça lui est déjà arrivé, mais s'il évite les problèmes, je pense que Evenepoel gagnera le Giro. Au moins c'est dit, c'est très très clair. Robin, sur qui vas-tu? Je me demandais si on allait avoir le même, mais on n'a pas le même. Moi, je pense que ce sera Primoz Roglic qui va gagner. Je ne m'aventurerai pas à dire que ce sera facile, qui va exploser tout le monde, comme aime le faire Polo. Mais je pense que ce sera Primoz Roglic. À mon avis, ça va être très serré. Mais j'ai noté quelques petits trucs qui me font donner l'avantage aux Slovènes. Polo dit le Tour de Catalogne, c'était pas très révélateur. Moi, je ne suis pas totalement d'accord parce que j'ai trouvé que sur ce Tour de Catalogne, on a vu un Roglic en maîtrise, justement, alors que certains le pronostiquaient déjà battu face à Evenepoel. Et finalement, celui qui m'a le plus rassuré, c'est Roglic. Sur les arrivées au sommet, il était là, il faisait du Roglic. Une seule fois, Remco Evenepoel a été capable de le lâcher. À la Molina, il lui a pris 2 secondes. Ouais, et sur 3 arrivées au sommet, c'est quand même pas mal, quoi. Ils étaient ensemble 4 jours, 5 jours sur 7 et il le lâche une fois. Et alors, je suis d'accord, Remco est plus spectaculaire. Honnêtement, je préfère la manière de courir de Remco Evenepoel à celle de Primoz Roglic, qui ne célèbre même plus ses victoires parce qu'il faut absolument qu'il arrête son Garmin sur la ligne. Donc voilà, ça m'emmerde. C'est important. Mais, ça m'emmerde, mais je pense que Roglic a encore un avantage par rapport à Evenepoel. Et on a vu Remco notamment s'énerver un petit peu par moment sur le Tour de Catalogne parce que Roglic roulait pas comme il voulait, collaborait pas comme il fallait. Et ça, pour moi, ça montre un Remco qui était un peu en manque de solution aussi.
Et à la fin, c'est Primoz Roglic qui a gagné. Et c'est pas totalement anodin. On a vu qu'ils étaient tous les deux dans une autre catégorie, sauf qu'ils avaient tous les deux le même objectif, gagner ce Tour de Catalogne. Et c'est Roglic qui a pris l'avantage. On ne peut pas faire comme si c'était une kermesse et que Remco s'en moquait de gagner ou pas. Et je pense aussi que la Vuelta 2022 remportée par Remco Evenepoel, à elle seule, ne permet pas de dire que Remco est plus fort que Roglic sur Non, 3 ça c'est semaines. vrai, et c'est pas ce que j'ai dit. Mais, Je sais, mais mais c'est un truc on qui est revient d'accord dans le... là-dessus. On est d'accord là-dessus. Ce qui place aujourd'hui Remco en favori légitime, c'est notamment sa victoire sur la Volta, parce que avec ça, il a montré qu'il pouvait gagner un grand tour. Et je le pense, il est très légitimement Et son début de un de saison nos aussi, quand favoris. même. Ouais, évidemment, mais sur les courses d'une semaine ou les classiques, ça correspond pas vraiment au Giro, et ça, il le faisait déjà Mm. l'année dernière. Et j'ai envie de te dire, il le faisait même déjà avant d'aller sur le Giro pour la première fois, où il s'était planté. Ce qui a vraiment changé pour moi, c'est sa victoire sur la Volta, qui le fait passer désormais dans la catégorie des coureurs qui peuvent Mm. gagner sur 3 semaines. C'est ça. Mais Et sur cette Volta-là, alors sa victoire est totalement méritée, mais on a tendance à dire sur cette Volta, il a battu Roglic, donc on peut estimer qu'il peut le refaire. Pour moi, il ne faut pas oublier les conditions. C'est que Roglic, un mois avant, il tombe sur le Tour de France, il ouais, abandonne et il arrive sur la Volta avec une préparation complètement tronquée. Pendant un temps, il était même incertain il n'est sur pas à cette Volta. 100%. Comment? Il n'était pas à 100%. D'ailleurs, après, il arrête sa saison. Exactement. En tout cas, Enfin, on il peut arrête sa saison plus l'estimer. tard. Et puis, il met du temps à revenir à son niveau, même après, quoi. Et il est en galère sur le début de la Volta, où Remco lui met un tir régulièrement. Et justement, plus la Volta avance, plus on avait vu un Roglic qui revenait dans la course, qui avait réduit de moitié son retard sur Remco Evenepoel, jusqu'au jour où il tombe encore une fois et il abandonne de nouveau. J'aurais aimé savoir, et il y en a beaucoup, ceux qui regardaient la Volta avec assiduité à ce moment-là, on avait tous envie de savoir ce qui allait se passer dans les jours qui venaient. Est-ce que Roglic pouvait renverser Remco Evenepoel? Donc voilà, j'ai envie de dire, ne prenons pas cette Vuelta comme le point central de l'argumentaire pour dire que Remco Evenepoel est en mesure de battre Primoz Roglic. Pour moi, il faudrait presque la retirer de l'équation. Elle n'est là que pour montrer finalement que Remco est bel et bien un candidat sur 3 semaines, mais elle ne dit rien de l'affrontement à venir entre les deux. Non, mais là, je te rejoins. Et puis, on va pas se répéter, mais je trouve que même s'il n'y a pas eu beaucoup d'enseignements, l'intérêt et sur quoi il faut se concentrer pour essayer de comparer les deux, c'est leur affrontement sur le Tour de Catalogne. On a pu voir sur des arrivées au sommet, sur des profils d'étapes qui ressemblent à quand même la plupart à beaucoup d'étapes qu'on va retrouver quand même sur ce Tour d'Italie. C'est intéressant de voir comment les deux couraient l'un à côté de l'autre. Et moi, ce petit jeu-là, j'ai l'impression que Remco Evenepoel pourra tirer les marrons du feu. Mais J'ai été voir aussi, Polo, ça peut t'intéresser, les références des deux en chrono quand ils sont l'un contre l'autre. ouais, Sur justement, sur la dernière Volta, et c'est ce qui fait pour moi pencher la balance du côté d'Evenepoel, c'est que sur le chrono tout plat de la Volta qui fait 30 bornes, Evenepoel met 48 secondes à Primoz Roglic. Donc il peut potentiellement avoir un ascendant de ce côté-là. Est-ce que sur ce que tu as vu, ce que vous avez vu sur les autres chronos, ça confirme un peu cette tendance d'une supériorité de Remco Evenepoel? je sais pas. Moi, j'ai du mal. Oui, il l'a battu sur la Volta, mais j'ai quand même C'est la l'impression, seule comme fois le qu'il dit l'a battu. Robin, que qu'on n'avait pas le Roglic nucléaire qu'on pouvait s'attendre après notamment ses déboires sur le Tour de France. Après, on va voir. C'est tellement dur. Moi, je me souviens de ce premier chrono, justement. Non, c'était, j'allais dire, gagné par Roglic. Non, mais le premier chrono, il y a 3 ans sur le Giro, où Simon Yates est extraordinaire. Je crois qu'il le gagne sur un chrono un peu en bosse. Et là, on se dit, Simon Yates est extraordinaire. Et Simon Yates, dès que ça a monté 3 jours plus tard, il a pris un tir. Si je ne dis pas de bêtises, j'ai des souvenirs un peu tordus. J'ai une mémoire catastrophique. C'est dur de tirer des enseignements, enfin d'anticiper les résultats d'un chrono. Ou non, attendez, je confonds. Je crois que je confonds mon histoire. Non, Simon Yates avait dit, qu'il allait tout arracher sur ce Giro et qu'au premier chrono, il avait fait n'importe quoi. Aidez-moi, les gars, parce que j'ai un petit trou. Peut-être que dans le chat, Là, je n'ai pas tout en ils tête. diront, mais tout ça pour dire qu'en fait, c'est très dur d'anticiper sur un chrono, parce que oui, on a eu certains résultats, notamment l'année dernière. Le fait est que là, sur un chrono déjà dès le premier chrono de 20 bornes, je serais déjà curieux de voir quelle sera la hiérarchie.
on n'est pas, c'est pas impossible qu'on ait des surprises. Moi, quand je donne mon favori Evenepoel, c'est que oui, je pense qu'il a une supériorité en contre-la-montre et je pense que ça va être capital pour ce Giro. Mais voilà, avec un Roglic qui se cache depuis ce Tour de Catalogne et Roglic, aussi il a un tout petit peu plus de 10 jours de course. Il en a 14 exactement depuis le début de saison. Oui, Il bah, a fait Remco, le on a pas beaucoup Tirreno. plus, hein. Ouais. les deux situations existaient, Arthur. Tu vois, bah, sur Simon Yates, avec ma mémoire kata, bah, j'ai mélangé les deux. Mais en fait, l'histoire Simon Yates fait dire que c'est quand même compliqué d'anticiper sur un chrono. On sait que les deux seront forts. À mon avis, si les deux sont à 100%, il n'y aura pas un énorme écart. Moi, je tape quand même sur un Remco Evenepoel un peu plus fort que Primož Roglic. Pour finir l'analyse sur les chronos, c'est la Vuelta 2022. J'ai pris les chronos récents parce que ça sert à rien de remonter trop loin. Remco n'était pas encore un candidat sur ce genre d'épreuve, mais depuis 2021, ils en ont disputé 3 en commun. Il y a donc celui de la Vuelta où Evenepoel domine Roglic et les deux autres, ils sont à l'avantage de Roglic. C'est les JO en 2021 et le Tour du Pays Basque, je crois que c'est en 2022, où Remco termine à chaque fois. Au JO, il termine 9e. Alors que Roglic fait une médaille et au Pays Basque qui termine 2e alors que Roglic gagne. Donc voilà pour les résultats. Et après sur les affrontements, sur les classements, sur les courses par étapes, il n'y en a pas eu beaucoup non plus en fait. Il y a la Vuelta en effet où Roglic ne va pas au bout et on aimerait tous savoir ce qui se serait passé s'il avait pu aller au bout. Il y a le Tour du Pays Basque 2022 où Remco fait 4 et Roglic fait 8, donc finalement assez peu représentatif. Et il y a le Tour de Catalogne de cette année. Voilà. Et il faut rajouter le Tour de Romandie en 2019 gagné par Roglic, mais à une époque où Remco n'est pas du tout dans la lutte pour gagner ce genre de course. Donc finalement, on a peu de passifs entre ces deux-là. Et c'est pour ça que l'année dernière avec tout ça ce va qu'elle être compliqué comporte de savoir. d'incertitude et la Catalogne de cette année. Ouais. Polo, petit sondage. D'ailleurs, moi, mon favori, j'ai mis Evenepoel. Du coup, j'ai beaucoup hésité, sachant que j'ai toujours une partie de moi qui me fait me dire Roglic se cache un peu, il va arriver peut-être avec un peu moins de pression qu'Evenepoel, qui vient de performer et de se montrer en forme et qui est le favori global. Il arrive, c'est vrai, avec une belle équipe, mais je me dis toujours que Roglic a l'expérience et Roglic aussi a une belle équipe. Hein. Et ouais, il a une belle équipe, bien sûr, effectivement. On peut en reciter. T'as Sepp Kuss, t'as Tratnik. T'as Racing, t'as Koen Bouwman. Alors, faut voir dans quel état arrive Foss aussi, qui devait être son principal lieutenant. Apparemment, il a abandonné en Romandie pour pouvoir justement se remettre. Voilà, mais bon, quand tu abandonnes en Romandie, après, est-ce que ça veut dire, bon, t'es pas capable de gagner, allez hop, mon petit, tu vas te préparer pour aller aider le patron de l'équipe. Voilà, c'est pas impossible que ce se soit passé comme ça, mais en tout cas, le duel entre les deux s'annonce exceptionnel. On l'espère en tout cas, en espérant que l'un et l'autre aillent au bout des 3 semaines, parce que dans le chat, je vois beaucoup effectivement de petites blagues, mais qui sont bon logiques. On sait que c'est bon enfant de dire que Roglic ne va pas aller au bout des 3 semaines parce qu'il a souvent la poisse. On va espérer que les deux aillent au bout et que ça ne fasse pas comme sur Liège avec l'abandon de Tadej Pogacar. Vraiment, parce qu'on en a besoin que les deux soient dans leur meilleure forme. La question qui arrive ensuite, c'est qui est le favori pour terminer sur le podium si par hasard Evenepoel et Roglic sont à leur niveau, c'est-à-dire première et deuxième place. Robin, qui selon toi est le plus à même de terminer troisième? Moi, je dis Joao Almeida parce qu'il a terminé derrière ce duo-là, justement, Remco-Roglic en Catalogne, parce qu'au Tirreno Adriatico, c'est lui aussi qui fait deuxième derrière Roglic. Donc, finalement, quand il a fait les courses où les deux autres étaient là, c'est toujours lui qui a terminé juste derrière eux. Et il est de plus en plus fiable en montagne. Ça lui coûte sûrement un petit peu en contre-la-montre, mais il reste au-dessus des autres candidats, selon moi, en contre-la-montre. Si tu prends Vlasov, Tao Gegenhardt, Hugh Carty, les coureurs de Bahreïn, Caruso, Egg, pour moi, sont moins forts que Almeida en chrono, c'est une évidence, et sont aussi moins forts en montagne sur ce qu'on a vu depuis quelques semaines. Tao Gegenhardt, Vlasov, ils ont fait des trucs peut-être un peu, Cartier aussi, des trucs bien sur le Tour des Alpes, mais face à une concurrence moindre. Et sur Tirreno Adriatico, notamment, Vlasov et Cartier étaient loin. Donc voilà, je pense que ça, c'est des garçons pour le top 10, mais pour le podium, à mon avis, celui qui a l'avantage, c'est Almeida. Il a aussi l'expérience des grands tours, c'est son
5e, il en a déjà terminé 3. Il a fait 4e, 5e, 6e. Donc voilà, il connaît ses places d'honneur de 4 à 6. Pour moi, ce serait logique qu'il aille claquer un podium. Et en plus, il a une belle équipe, hein. Il arrive avec Vine, Kovi, Formolo, Polo. Est-ce que tu choisis quelqu'un d'autre? Ouais, je vais choisir quelqu'un d'autre, Ah, même si Almeida a la pancarte pour faire troisième, pour toutes les raisons qu'a donné Robin, qui sont des excellentes raisons. Mais moi, je vais aller sur quelqu'un d'autre. Je vais aller sur Geraint Thomas. surprends-moi. Je vais aller sur Geraint Ouh, ah Thomas. ouais, c'est Alors surprenant ça. ça peut surprendre. Qui est donc pour toi très clairement le leader d'Ineos, parce que Tao Gegenhardt a fait un tour des Non, Alpes. pas forcément. Ok, Mais je ok. pense au fil des jours et des semaines, Geraint Thomas, qui était un peu diminué, qui est diminué depuis qu'il s'est chopé une infection là, il y a 2-3 mois, continue de monter en puissance, même si c'est pas encore le top Il est niveau, tellement notamment qu'on a clinique en vu plus, lui, sur le Tour son des type de Alpes. forme. Voilà, Geraint Thomas est clinique. Geraint Thomas a une belle équipe autour de lui, dans laquelle il n'est pas forcément leader et dans laquelle il va pouvoir avancer un peu masqué. Vivons heureux, vivons cachés. Geraint Thomas roule vite. Geraint Thomas est plutôt un métronome quand il s'agit de gérer ses ascensions, etc. J'ai l'impression qu'il coche. Alors évidemment, ma grande question, c'est de savoir s'il va vraiment retrouver son meilleur niveau sur ce Giro. J'ai l'impression que Geraint Thomas coche les cases pour être performant sur ce Giro. Il a une très forte équipe autour de lui. Il a l'occasion, notamment avec Tao et avec Pavel Sivakov, voire même Timen Arensman, de brouiller les cartes. De pourquoi pas jouer, comme je l'ai dit, caché en faisant croire que Tao, qui sera d'ailleurs le leader annoncé, que Tao soit vraiment le plus fort de cette équipe Ineos. Voilà, moi j'ai envie de croire à Geraint Thomas, et Val dans le chat nous demande, va-t-il tenir à la Varedo? Souvenez-vous du Tour de France l'année dernière, où tous les jours, tous les matins, tous les 3, on se disait c'est aujourd'hui que Thomas va craquer, et Thomas n'a pas craqué. Donc voilà, moi la grande question, c'est de savoir s'il va pouvoir revenir à 100% avant le départ et avant les grosses échéances de ce Giro. Mais s'il est à 100%, moi je pense qu'il peut clairement aller chercher le podium. Moi, je pense que ce sera Tao Gegenhardt le leader quand même. Ce sera le leader. Mais le problème, c'est que si au bout d'une semaine, Geraint Thomas, Est-ce qu'ils vont pas le décider après de par les deux Ah, c'est question chronos Riga, de par les deux chronos et les premiers résultats en montagne, si Geraint Thomas Ok. est devant, il va falloir se reposer la question, quoi, je pense. Oui, il le En tout cas, sacrifiera sans doute l'avantage, pas s'il a une voilà. minute d'avance. C'est ça. et puis l'avantage de ce parcours, c'est aussi, pour rappel, il y a le premier contre-la-montre de 20 km qui va pouvoir aussi permettre à Ineos de voir où en sont les deux coureurs. Mais c'est que jusqu'au deuxième contre-la-montre de 35 km qui va être tout plat, qui est la 9e étape, finalement, quels sont les gros rendez-vous? Il n'y en a pas énormément. Tu as la 4e étape avec l'arrivée qui est presque au sommet au Colle Mollella, avec 3 derniers kilomètres compliqués, mais qui va permettre de voir où ils en sont. C'est le premier rendez-vous montagneux. Donc en fait, Ineos va pouvoir aussi se dire, bon, on voit un peu aussi où ils en sont. On verra aussi qui est protégé sur les étapes, sur toutes ces étapes de plaine qui vont avoir lieu, où les sprinteurs. Faut quand même pas te planter parce que si tu C'est décides sûr. d'inverser un peu ton leadership et que tu te rends compte en début de 3e semaine, parce qu'il n'y a pas beaucoup de hautes montagnes avant la 3e semaine, et que tu te rends compte seulement là que tu t'es trompé et que tu as sacrifié le mauvais mec, c'est un peu con quand même. Non, c'est sûr. Ouais, Après, par le contre, truc, c'est que à part la 7e étape, il n'y a pas de rendez-vous avant la 9e étape et le contre-la-montre, où véritablement tu as une nécessité totale et absolue Choisir, ouais. de choisir. C'est peut-être aussi l'avantage pour Ineos. Et Ouais. Sivakov, Sivakov est un très bon lieutenant. Il l'a montré, Sivakov sera un lieutenant d'exception, l'image de ce qu'il produit maintenant depuis le début de saison. Mais juste un dernier mot sur Geraint Thomas, c'est soit il est dans le jeu pour le podium et il fait 3e, comme je le pense, soit il fait le coéquipier modèle qui finit à 2 heures à Rome. Hein. Donc ça arrive Ouais. à Rome d'ailleurs cette année, je me souviens plus. Oui, ça arrive à Rome, je crois. Je vais aller voir. oui, ça arrive à Rome. Ouais, j'ai eu Oui, un ça doute, arrive à Rome. j'ai eu un doute, Tout à mais je fait. sais pas pourquoi. C'est facile, Milan. Mais il n'y aura pas d'entre-deux pour Geraint Thomas. Il n'y aura pas un top 10. Il y aura, je l'imagine pas en tout cas. Je pense que c'est coéquipier dévoué à Tao s'il n'a pas les jambes, mais leader par la force des choses s'il revient à 100%.
Juste avant de passer à Thibaut Pinot, qui va nous occuper quand même une bonne partie du temps pour savoir quel sera son objectif, les gars, petite question à propos de la Bahreïn. Il y en a beaucoup qui le citent dans le chat. Aussi, dans toutes les previews, on voit qu'ils sont cités. Ils ont pas mal de coureurs intéressants. Jack Haig, Damiano Caruso. Certains citent aussi Gino Madère, même si pour moi, c'est un peu moins compréhensible de citer Gino Madère. Mais voilà, Jack Haig, Caruso, Madère, du coup Madère, Polo. Buitrago même. Buitrago aussi, certains le citent. Voilà. Qui est le véritable Paul leader si tu étais directeur sportif de la Bahreïn? Qui est-ce que tu vas choisir parmi tous ces 4 bons coureurs? Déjà, je pense que ce serait une erreur de choisir. J'ai l'impression que sur la ligne de départ, on a quand même 4 coureurs capables de performer. Alors, tous me semblent être plus ou moins au même niveau de ce que j'ai vu ces dernières semaines. Un coup, j'ai vu Jack Haig sur le Tour des Alpes, intéressant. La semaine plus tard, sur Romandie, je vois Caruso. Il y a Buitrago aussi. Gino Madère, que j'attendais peut-être un peu mieux aussi sur le Tour de Romandie. Mais voilà, Bahreïn, il y a profusion de talents. Après, je les vois pas. Je ne vois aucun de ces 4 coureurs jouer un top 10, peut-être un top 5. Si tous jouent leur carte personnelle, ils seront peut-être tous entre la 7e et la 10e place. Peut-être un peu mieux. Mais voilà, tu vois, on parlait de la question du podium. Pas une seule seconde, j'en envisage un sur le podium. Caruso a eu sa chance, il l'a été. Mais après, sur Buitrago, Jack Haig et Gino Madère, j'ai quand même l'impression qu'il leur manque un truc. Pour l'instant, en tout cas pour Buitrago et Madère. Pour Jack Haig, de manière globale, même s'il n'a pas toujours été chanceux, je sais pas, c'est compliqué à dire, mais dans tous les scénarios possibles que je me fais de cette course-là, je les imagine pas être un contender sérieux. Pour la victoire, c'est sûr, pour le podium peut-être en fonction des faits de course, mais j'arrive pas à me les représenter. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une équipe monstrueuse et que si l'émulation prend dans cette équipe et qu'on tire tous dans le même sens, pour un leader unique, peut-être, je sais pas, ou pour s'aider les uns les autres. Deux. Tu penses? Ouais, tu peux pas non plus garder 4 mecs et leur dire. Garde 2, est-ce que tu gardes pas Jack Haig et Caruso? Bien sûr, il faudra faire un choix, ça je suis d'accord. Parce que tu peux pas dire à 4 mecs, vous sacrifiez pas pour les autres, ça fait trop de mecs protégés entre guillemets. Moi, donc je garderais Haig et Caruso protégés, avec une petite préférence pour Haig, mais je laisse la chance à Caruso parce qu'il a fait déjà podium et parce que sur les dernières semaines, il est fort aussi. Et par contre, je dis à Madère et Buitrago de jouer différemment, quoi. D'accord. On passe à Thibaut Pinot, les amis, et après on mettra un petit sondage pour le podium et on mettra aussi Thibaut Pinot dans le sondage. Je vais mettre le sondage pour le podium là. Alors, tu peux rajouter... parle de Pinot parce que Pinot, on lui fait pas offense, mais j'y crois vraiment pas pour le podium. Bon, très bien. Moi, je ne savais pas ce que vous imaginiez. Moi non plus, j'y crois pas. Mais si l'un de vous deux défendait Thibaut Pinot sur le podium de la Vuelta, du Giro, voilà. Je l'aurais respecté, je l'aurais mentionné. Donc, sur le petit sondage podium, ce que je te propose, Polo, c'est d'envoyer un Almeida, Geraint Thomas ou Bahreïn. Un Bahreïn ou autre. Voilà, exactement. Hop. C'était ce que j'avais mis. Ça part sur Twitch, les amis. On vous le rappelle, si vous nous regardez en replay sur YouTube, vous pouvez nous regarder tous les mardis de 18 à 19h et un peu plus dans la petite roue. On continue cette preview du Giro en parlant de Thibaut Pinot. Alors, Thibaut Pinot, on le reconnaît, il y a 2-3 semaines, peut-être qu'on n'était pas certain qu'on allait en parler sur cette preview du Tour d'Italie. Polo, il aurait trouvé un moyen. Oui, il aurait trouvé un moyen. Oui. Vous inquiétez pas, messieurs. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, voilà, il nous force à parler de lui et c'est très bien. Pourquoi? Parce que Thibaut Pinot, si vous n'avez pas vu, il a terminé deuxième de l'étape de Thion 2000, l'étape reine du Tour de Romandie, ce qui lui permet de terminer 5e du classement général du Tour de Romandie. Il n'est pas passé loin d'aller gagner l'étape à Thion 2000. Malheureusement, il a échoué à 7 secondes de Adam Yates. Il est peut-être parti un tout petit peu trop tard. Maintenant, la question qui se pose, Paul et Robin, et dans le chat, je vous pose exactement la même question, et après le sondage sur le podium, on fera un sondage, c'est étape ou général, les gars, c'est une très très grande question. J'attends avec impatience ce que vous allez choisir, parce que c'est un choix qui est cornélien. Polo, à toi l'honneur.
C'est un choix cornélien. Moi, j'ai envie de dire que non. J'ai l'impression que Thibaut Pinot, on le rappelle, qui est dans sa dernière année de carrière, doit, et veut, deux, prendre du plaisir. J'ai l'impression que jouer le classement général sur un grand tour, c'est quand même quelque chose qu'il adore, qui par la force des choses qu'il a fait, mais quelque chose qui depuis quelque temps ne l'intéresse plus, lui rajoute une pression supplémentaire qu'il n'a pas envie d'avoir. Je trouve que ce sera surprenant que Thibaut Pinot joue le général alors qu'il a les jambes pour se faire oublier et tenter d'aller chercher de très belles étapes, et il y en a de très belles. Il y a vraiment des étapes écrites pour les grimpeurs et pas les grimpeurs du classement général dans ce Giro. La deuxième manière de voir les choses, c'est de se dire que Thibaut Pinot, et le Tour de France 2022 en a été la preuve, Thibaut Pinot, quand il est dans une échappée d'une étape de moyenne montagne ou de montagne sur un grand tour, sa marge de manœuvre, elle est quasi nulle. C'est comme courir, alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme courir avec Pogacar ou avec Evenepoel, sauf que eux sont beaucoup plus forts. Je pars sur les courses d'un jour, on a beaucoup employé le terme pancarte, c'est pour ça que je dis ça. Mais Thibaut Pinot, quand il veut gagner une étape, qui est en général, qui veut gagner une étape tranquille, peinard dans son échappée, c'est compliqué parce que tout le monde court après lui. Donc c'est ça qui me fait poser problème. Après, lui, la question, c'est de savoir ce que lui veut. S'il a envie de s'accrocher le plus possible, et au moment où ça casse, de casser vraiment un bon coup pour se donner d'autres possibilités, je pense que finalement, ça semble être la solution la plus viable. Le fait est que quand même, sur cette première semaine, allez, je pousse un peu, il y a très peu de moments pour que Thibaut Pinot se montre, et il y en a beaucoup de moments où Thibaut Pinot peut prendre des tirs au classement général. Donc je pense qu'on saura rapidement. Mais moi, si tu me demandes ce que j'aimerais que Thibaut fasse, de rester placé au général tant qu'il peut, de tout faire à fond, et puis le moment où il voit que ça pète, qu'il n'aille pas se rincer, à essayer de chercher un éventuel top 10, et plutôt qu'il garde ses forces pour aller chercher une des belles étapes de fin de deuxième semaine ou de troisième semaine. Robin, étape ou général? Étape, clairement. C'est un peu ce que disait Polo. Là, après le Tour de Romandie, Thibaut Pinot, il disait je vais prendre les étapes une par une et je verrai où ça me mène. Sur le Giro, il y a quelques semaines, il disait quand même un peu plus clairement ce que je veux, c'est gagner une étape du Giro, n'importe laquelle. C'est assez clair comme objectif, et je pense que certains l'ont dit dans le chat, Polo l'a expliqué aussi. Aller faire 7e du Giro, ça sert à rien, il s'en fout. Nous aussi, on s'en fout. Et Il a ce déjà qu'on fait veut, mieux, ce qu'on on veut, s'en fout. voilà, ce que tout le monde veut, lui y compris, c'est aller claquer une étape. C'est comme ça qu'il profitera, c'est comme ça qu'il se fera kiffer sur ce Giro, c'est comme ça qu'il aime courir aussi, parce que c'est sa façon de courir, c'est finalement, on l'a bien compris, c'est pas de rester planqué pendant 3 semaines en essayant d'éviter tous les coups de Trafalgar où tu peux perdre 20 secondes. Donc voilà, je pense que c'est assez clair pour tout le monde. Après, comment tu la joues? Est-ce que tu t'accroches quand même sur la première semaine? Est-ce que tu fais les 2 chronos à fond? Ou est-ce que dès le début, tu dis, je m'en fous de tout ça, et même les chronos, je ne vais pas les faire à fond, ça ne sert à rien, ou je vais les prendre comme un entraînement, et les étapes de plaine, je vais les faire peinard sans m'emmerder à être placé, sans me faire remonter par mes coéquipiers parce qu'on s'en fout complètement? Ou est-ce que tu te dis, je fais tout à fond jusqu'au moment où je craque? Alors oui, tu peux faire ça. Moi, je pense que c'est une perte d'énergie malgré tout, parce que tu vas tout faire à fond. Pour finalement, le moment où ça craque vraiment, tu te laisses larguer pour perdre du temps et avoir un peu de marge de manœuvre, ok, mais tu as quand même cramé beaucoup d'énergie en faisant tout à fond pendant peut-être une semaine, peut-être 10 jours. Donc voilà, qu'il le fasse de la manière qu'il veut, mais à mon avis, il faut que ce soit les étapes, et lui aussi a l'air de le savoir, puisqu'il le dit lui-même. Alors, Almeida a gagné le sondage sur le podium. Vous le voyez à 44%, terminé troisième. Donc, vous êtes d'accord là-dessus. Allez chercher les étapes. Et moi aussi, je suis plutôt sur cet aspect-là. Même si ce que dit Paul aussi est totalement vrai. C'est-à-dire qu'il va pouvoir avancer potentiellement dans ce Giro et voir où il se place puis, après 2 contre-la-montre. Moi, Voilà. il y a un truc aussi qui m'alerte. C'est pour ça que je ne suis pas 100% convaincu par l'idée de jouer uniquement les étapes. C'est que j'ai peur qu'on se retrouve dans la situation du Tour de l'an passé. Moi, Thibaut Pinot, s'il arrive à avoir la même forme qu'il a sur le Tour de Romandie, s'il arrive à produire les mêmes watts par kilogramme, ah oui, c'est mon mot du jour, ça, le, le watt par kilogramme. Moi, je pense qu'il doit faire une Thibaut Pinot de la Vuelta 2018. Un Thibaut Pinot placé, un Thibaut Pinot en forme,
et un Thibaut Pinot qui, à moitié à la pédale, comme il a failli faire sur Tour 2000, à moitié à la pédale, qui va chercher de magnifiques étapes, en se faisant un peu oublier, mais cette fois pas des gens dans l'échappée qui ont peur de lui, mais des gens du classement général qui s'en contrebattent les couilles parce que Thibaut Pinot sera peut-être un peu plus loin. C'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer pour moi de s'accrocher à la pédale, peut-être d'éviter les échappées, mais de s'accrocher à la pédale. Alors certes, ça le fera sur certaines étapes, peut-être rester un peu collé au classement général parce que pour essayer de se battre pour les étapes, bah forcément, il aura fait des bonnes montées. Mais je pense qu'il faut qu'il réitère vraiment ce qu'il a fait sur la Vuelta 2018, où il gagne à Andorre et au lac de Covadonga, où là, pour le coup, c'était du grand Pinot. Je serais curieux de voir comment il va faire ça. Un Warren Barguil a fonctionné comme ça pour aller gagner à l'Izoard aussi en 2017. Moi, je trouve que quand on a la force de Thibaut Pinot, je pense qu'il faut peut-être essayer de la jouer comme ça. Et après, du coup, la question, c'est quelle étape, potentiellement, s'il joue les étapes, est-ce que vous trouvez véritablement intéressante pour lui? Je pensais par exemple à la 16e étape. Après, bon, ça dépendra aussi des conditions au classement général, ça dépendra des conditions météo, ça dépendra de ce que les favoris laissent Elle est sortir. très bien. La Mais, 16e étape, elle est bien parce qu'elle est en ouais, la lendemain de jour de 16e, elle est pas repos. mal. Après, comme il l'a dit, il veut une étape n'importe laquelle. Ça veut dire que tu es obligé d'essayer plusieurs fois. Tu peux pas dire que tu essaieras qu'une seule fois. Disons que la Tu sais pas. 17e, elle est plus difficile, quoi. Je sais pas si vous avez vu Oui, le profil de la 17e. toute Tellement plate. bizarre. C'est une, Ah non, c'est pas celle qui est toute plate? Non, c'est une longue descente. c'est une longue descente. Ah oui. Ouais, voilà, elle est un peu bizarre. Ouais. C'est comme les Ents dans Seigneur des Anneaux quand ils vont vers Isengard. Il dit toujours que c'est une longue descente. Et ben là c'est la longue descente des Ents d'Isengard, des Ents de la forêt vers Isengard. Ah. Voilà, c'est une petite référence au Seigneur des Anneaux. J'aime bien en placer une par émission aussi. T'as bien raison. J'essaie de garder le rythme. Moi, j'aime bien celle de J'espère que vous Crans-Montana. avez chez vous un bingo polo. Hein. Vous pouvez cocher toutes les cases à chaque fois qu'il sort ses obligations. Mais Thibaut Pinot, moi, j'aime bien celle de Crans-Montana. Je pense qu'il la coche. C'est quand même une étape assez marquante de ce tour avec le comment s'appelle, le col du Grand Saint-Bernard. C'est une étape qui ne se jouera pas entre favoris, je pense, au vu de. Écoute, on verra. Je me pose beaucoup de questions sur Thibaut Pinot et je vais quand même attendre le début de ce Giro pour essayer au moins de répondre à certaines. Dernière question, les amis, c'est à propos des sprints parce qu'il y a quand même pas mal des sprints et plus globalement des étapes accidentées. C'est juste sur le classement par points en fait. Est-ce que vous voyez quelqu'un d'autre que Mats Pedersen aller chercher et être le favori de ce classement-là? Je peux citer quelques noms de coureurs qui peuvent aller chercher des sprints potentiels. Alors certains vont vous faire plus sourire que d'autres. Mats Pedersen, Fernando Gaviria, Max Canter, Pascal Ackermann, Mark Cavendish, Callum Groves, Michael Matthews, Andrea Pasqualone, Simone Consoni, Jonathan Milan aussi sera là, le coureur de la Bahreïn. Est-ce que comment est-ce que vous imaginez ce classement par points et plus globalement ces bagarres pour les sprints, les gars? Bah, pour les sprints, peut-être une petite pièce sur Fernando Gaviria parce qu'il a gagné une étape en Romandie. Voilà, ça montre que peut-être qu'il va vraiment réussir à se relancer chez Movistar. Par contre, pour ce qui est du classement par points, alors là, je mets une grosse pièce sur Primoz Roglic pour concurrencer Pedersen parce que on l'a vu en Catalogne aller disputer des sprints qu'on ne pensait pas le voir disputer. Donc je pense qu'il va souvent être là, souvent aller se bagarrer pour la bonif, se bagarrer pour essayer de voir s'il ne peut pas prendre 2 petites secondes dans une cassure à Remco Evenepoel. Et donc je pense qu'il prendra des points par-ci par-là, même si des arrivées en boss, il n'y en a pas non plus 50 000 dans ce Tour d'Italie. Et puis tu rajoutes les contre-la-montre. Finalement, il y a moins de points à prendre sur les chronos que sur des étapes classiques. Mais vu qu'il y a 3 chronos, ça fera 3 étapes en plus où tu es à peu près assuré en étant sur ces étapes-là, tu fais le trou sur les sprinters. Voilà. Donc, finalement, je me dis que Roglic pour le maillot par points. Surtout que tu as 3 contre la montre. Ouais, c'est vrai que tu as raison. Non, mais moi, Robin me parlait de cette théorie juste avant l'émission. Je dois avouer qu'elle est hyper intéressante. Bah oui, il y a beaucoup d'étapes, à vue de nez, je dirais 4 ou 5 notamment, qui sont potentiellement pour les sprinters, mais il y a toujours une difficulté pas loin de l'arrivée, à 30, à 20, à 10 km de l'arrivée, qui font que les sprinters ne peuvent ne pas passer.
Et il y aura vraisemblablement des coureurs qui seront intéressés pour éliminer certains sprinters. Je pense notamment à Mats Pedersen, à Michael Matthews. Et ça peut faire le jeu d'un Primož Roglic qui doit aller chercher des bonifs et qui, du coup, naturellement, devrait aussi marquer des points. Donc, j'ai envie de suivre Robin là-dessus. Des étapes où tu es sûr que Roglic prendra 0 points, il y en a 4, maximum 5. C'est ça. Parce que voilà, Roglic, tu as parlé des contre-la-montre et tu as aussi des étapes en montagne. Hein, donc, Bien sûr. Donc voilà, je pense que c'est plutôt une bonne intuition. Pour terminer, les gars, pronostic sur la première étape du Giro qu'on rajoutera pour avoir quelque chose à ajouter la semaine prochaine dans la petite roue au pronostic. Qui va gagner la première étape qui a donc lieu samedi contre la montre de 19 km direction Ortona. Est-ce que vous avez un petit pronostic, les gars? Vas-y, Polo. Moi, je mets Remco. J'hésite, moi. J'hésite entre Ghana et Roglic. Je vais dire Roglic. Allez, je vais mettre Ghana, comme ça il y a un triptyque qui peut être rigolo. Et rendez-vous du coup la semaine prochaine pour faire un point sur ce Tour d'Italie qu'on va suivre tous ensemble pendant 3 semaines. Voilà, c'est le premier grand tour et on est impatient que ça se passe. Merci Polo. Merci à toi, Joseph. Merci à mon vous, les Robin. gars. Merci les gars. Et à l'Arsenal, n'oubliez pas. À l'Arsenal ce soir. Allez, à très vite. Merci à tous de nous suivre, les rouleurs, sur YouTube, sur Twitch. N'hésitez pas aussi à rejoindre notre Discord où ça discute en permanence de vélo. Voilà, n'hésitez pas. Le lien est pop très souvent sur Twitch et on le met de temps en temps sur Twitter. Merci à tous. Ciao, ciao les rouleurs. Gros bisous. Ciao. Salut. Bon Giro.